Marie-Lou Lemire. Oui, OK. T'es prête? Donc, Marie-Lou Lemire, elle est étudiante en 3e année non pas au doctorat, au baccalauréat en psychologie. Elle fait sa thèse d'honneur sur la conception de tests neuropsychologiques en ligne. Donc, sa présentation n'est pas reliée à sa thèse, mais dans sa vie non académique, elle pratique le deck hockey et elle nourrit une passion démesurée pour Noël. Donc, sur scène. Merci. Bonjour, bonjour. Donc, merci pour cette introduction. En effet, 3e année de bac en psycho. Et puis, aujourd'hui, je vais vous introduire au bisphénol A. Donc, moi non plus, je ne savais pas c'était quoi avant de faire ma recherche, donc inquiétez-vous pas, mais je vais m'assurer que vous retourniez à la maison avec assez d'informations pour en parler au souper puis impressionner tout le monde. Donc, c'est mon objectif ce soir. Mais dans le fond, j'ai rédigé cet article-là en collaboration avec la plateforme Faire à sa tête, qui est un site de vulgarisation scientifique à propos des effets des contaminants environnementaux sur la santé du cerveau. Et puis, on a fait cet article-là pour Science 101. Donc, je vais commencer tout de suite. Suspense. Je comprends ça dans le poids. C'était vraiment pour vous donner comme le feeling. Je peux peser. Oui. Dans le bas? Est-ce que tu pèses dans le bas? Vers le bas? Oui, ça marche. Là, non. Là, oui. Je vais le faire pour toi. Ah, ben c'est parfait. J'ai pas trop de diapos. Pas super. Ben, premièrement, le BPA, qu'est-ce que c'est? Donc, je peux résumer ça rapidement, que c'est une molécule chimique qui est retrouvée surtout dans les produits de plastique, plus précisément le polycarbonate. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, vous savez que les produits de plastique, les différentes familles de plastique sont séparées en numéros. Fait qu'on peut le reconnaître avec le petit sigle qui est en bas à gauche. Et la famille des polycarbonates, c'est dans les numéros 7. Donc, généralement, les produits qui sont faits de polycarbonate, c'est par exemple les bouteilles d'eau ou les cruches d'eau, surtout, là, qu'on va voir ça. Et puis, le BPA est utilisé dedans parce qu'il rend le plastique très résistant. Et puis, il n'est pas très cher, fait que les compagnies aiment ça. On les retrouve aussi, à part dans les bouteilles d'eau, dans les reçus de caisse. Directement dans le reçu de caisse, ça l'aide pour l'impression. Également dans le recouvrement intérieur des cannes de conserve. Et puis, dans les matériaux médicaux et dentaires. Fait que là, j'ai fait une bonne liste. Là, on se rend compte, bon, c'est pas mal de produits qu'on utilise au quotidien. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, on les voit au quotidien, on est exposé souvent. Et puis, Santé Canada a montré que 8 Canadiens sur 10 auraient des traces de BPA dans leur urine. Là, on se dit, bon, 8 sur 10, 80 %, un peu alarmant. Donc, c'est dû, en fait, à cause justement que c'est tous des produits qu'on a au quotidien, qu'on voit souvent. Et puis, dans le fond, pourquoi, tu sais, là, on me demande pourquoi est-ce que ça rentre dans mon corps, comment ça circule dans mon corps? Bien, c'est parce que les molécules qui unissent les particules de BPA ne sont pas très résistantes. Elles sont très fragiles et puis surtout à la chaleur ou juste avec le temps, elles vont se désintégrer et puis laisser des microparticules de BPA à l'air libre. Donc, par exemple, dans ma bouteille d'eau, si il fait très chaud ou peu importe, on la garde longtemps, eh bien, les particules peuvent tomber dans mon eau. Et là, je bois l'eau et j'avale par le même fait les particules. Donc, c'est la même chose pour les cannes de conserve où il y aurait du BPA qui tombe dans mes aliments. C'est de cette façon-là que le BPA va rentrer dans notre corps. Il y a une autre porte d'entrée, c'est par les pores de peau. Donc, quand on touche les reçus de caisse ou juste qu'on va toucher les produits qui ont du BPA dedans, bien, il peut rentrer de cette façon-là encore. Donc, c'est pour ça là, qu'on a des
des chiffres gros comme ça, mais je vais vous indiquer qu'il ne faut pas s'en faire avec ça. Là, on reste calme. Donc, quand même, vu que c'est un nombre quand même alarmant, on a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. La communauté scientifique voulait savoir est-ce que ça a des impacts sur la santé. Donc, il y a eu des liens, et là, je mets l'accent sur le mot lien, parce que ce n'est pas une association hors de tout doute, OK? Fait que juste qu'on garde ça en tête. Mais il y a eu des liens avec le diabète, des maladies cardiaques et même l'obésité. Et puis, ça, ce qui est démontré, c'est que le BPA est un perturbateur endocrinien. Donc, un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique qui va imiter une hormone dans le corps. Donc, elle va aller sur les zones actives des hormones, puis elle va faire comme si elle était une hormone. Et puis, dans le corps, ça va faire que ça va déséquilibrer le cycle régulier du corps. Et puis, lié à ça, là, on parle aussi de problèmes reproducteurs, puis on parle aussi de problèmes avec la glande thyroïde. Donc, c'est tous des liens qui ont été faits avec l'exposition au BPA. Moi, je me suis surtout penchée sur l'effet du BPA sur la santé du cerveau. Et puis, il y a beaucoup d'études qui ont démontré des liens, mais encore là, on n'a pas des preuves hors de tout doute. Par exemple, vous savez, dans le neurone, le cerveau est constitué de neurones, qui sont des cellules, qui ont des branches qui permettent de communiquer entre elles. Et puis, le BPA, il va faire un petit peu comme l'oxygène va faire à une pomme. Donc, quand on laisse une pomme à l'air libre, elle va noircir un petit peu. C'est ça qui va se passer un petit peu avec les neurones dans le cerveau lorsqu'ils sont exposés au BPA. Donc, ça va rétrécir les branches qui permettent aux neurones de parler entre elles. Et puis, ça va entraîner des changements dans l'organisation des connexions. Et puis même, chez les enfants, on va avoir une altération du développement de certaines structures. Encore là, ce n'est pas de tout au tout, là. C'est juste des liens, puis on voit ça, puis on remarque ça. Mais on en est là jusqu'à présent dans la recherche. On a aussi fait des études à savoir s'il y avait des comportements qui étaient modifiés en lien avec l'exposition au BPA. Et puis, on a vu, surtout chez la souris, que lorsqu'elle est exposée à des concentrations de BPA, il y avait des comportements plus anxieux ou dépressifs qui apparaissaient. Il y a aussi une étude qui s'est penchée sur les capacités cognitives des enfants et puis en fonction de la concentration au BPA qui était exposée avant la naissance. Ils ont vu des liens avec une altération de la mémoire spatiale, qui est la capacité de se retrouver dans son environnement puis savoir où on est. Aussi sur la planification et l'organisation, qui serait un petit peu altérée par l'exposition. Et aussi sur la mémoire de travail, qui est la mémoire qu'on utilise dans le présent. Par exemple, vous vous rappelez du début de ma phrase pour faire un sens avec la fin de ma phrase. J'espère. Donc, toutes les recherches ont été mises ensemble dans un gros rapport du National Toxicology Program. Mon anglais, merveilleux. C'était en 2008. Et puis, ça mettait vraiment ensemble toutes les études qui avaient été faites sur le sujet. Et puis, ça a vraiment montré que les fœtus et les nourrissons étaient la population vraiment vulnérable à l'exposition du BPA. Puis, suite à ça, le Canada a réagi en étant pionnier en interdisant le BPA dans les produits pour enfants. Donc, les suces, les biberons, les jouets, c'est maintenant interdit. Et puis, ça a vraiment levé le pas pour les autres pays, même si c'est allé jusqu'en Australie, c'est allé vraiment partout sur la planète. On a des lois qui empêchent justement le BPA dans les produits pour enfants. Mais là, je vous ai aussi parlé de tous les impacts là, sur les adultes aussi. Fait que là, on se dit, mais pourquoi on ne fait juste pas ça pour tout le monde? Ce serait beaucoup plus simple. Dans le fond, le problème, c'est qu'on a vraiment peu de recherches sur les humains. Donc, c'est vraiment beaucoup sur les rongeurs et puis on extrapole les données en se disant, bah, ça doit être sensiblement la même chose pour les humains. Puis, il y a deux raisons pourquoi c'est vraiment difficile de faire de la recherche sur les humains. C'est que le BPA, il ne reste pas longtemps dans le corps. Donc, on en a tout le temps en circulation parce qu'on est exposé souvent. Donc, on est en contact avec plusieurs sources d'exposition au BPA. C'est pour ça qu'on en a dans le corps, mais c'est très difficile d'évaluer
les impacts sur la santé en fonction d'une telle concentration, puis que ça ne change pas dans la journée. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment difficile de faire sur les humains. Et puis, en plus, une façon de contrôler ça, ce serait de mettre une concentration directement avec des participants, les exposer à une concentration fixe pour voir qu'est-ce que ça ferait sur la santé. Mais ce serait évidemment pas très éthique de faire ça, de mettre quelque chose dans les participants qu'on pense qui serait potentiellement menaçant pour la santé. Donc, cela dit, il n'y a pas de preuve hors de tout doute, mais pour les enfants, le Canada a décidé d'y aller avec une mesure de prévention. Donc, vu que ça pouvait affecter leur développement, ils se sont dit que c'était assez de résultats pour légiférer à ce propos-là. Donc, morale de cette histoire, on ne s'inquiète pas, on ne part pas en peur, on ne va pas tout changer dans notre maison. Même que Santé Canada dit qu'il n'y a pas de danger, qu'on n'est pas exposé à des concentrations qui sont assez importantes. Et il est même bien content parce que depuis 2017, on a réduit notre exposition de 32 %. Et puis, quand même, si vous êtes consciencieux de votre exposition au BPA, j'ai quelques petits trucs pour vous. Donc, premièrement, on évite le plastique numéro 7. Aussi, vous pouvez, on a dit que les liens étaient fragiles. Donc, si vous faites chauffer votre nourriture, vous pouvez le faire dans des plats de céramique ou de verre à la place. Ça va éviter cette exposition-là. Vous pouvez aussi prendre des aliments congelés ou frais à la place d'aliments en conserve. Et puis, je voulais mentionner qu'il faut se méfier quand même de la mention sans BPA. Donc, souvent, il va y avoir ça, là, même sur Amazon. C'est écrit en super gros sans BPA. Mais des fois, ils vont utiliser des dérivés comme le BPF ou le BPS. Et puis, il y a des études qui commencent à sortir pour dire qu'il y aurait peut-être les mêmes effets sur la santé que le BPA. Donc, vous êtes mieux d'utiliser des plats de céramique ou de verre à la place. Et puis, ouais, vous avez toutes les informations pour épater la galerie. Oui, est-ce qu'on avait des questions pour Marie-Lou? Oui, à l'arrière. C'est une molécule qui serait liposoluble. Est-ce que c'est une molécule qui est liposoluble? J'ai vraiment le goût de répondre, mais je ne suis pas allée jusque-là dans ma recherche, vu que c'était plus psycho. Je suis plus allée sur ses effets, mais si quelqu'un a un background en bio ou quelque chose, je vous invite à vous manifester. Je m'excuse de ne pas répondre à ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Des craintes peut-être? Oui. Ben, tu mentionnais tout à l'heure que ça ne reste pas longtemps dans le corps, mais est-ce que les effets ont une permanence ou quelque chose comme ça, ou est-ce que ça aussi, ça s'évacue? Donc, on se demande si, en fait, on sait que les effets, la quantité de bisphénol quitte le corps rapidement, mais est-ce que les effets restent? Encore là, ça, c'est la science, je pense qu'elle n'est pas rendue là pour de savoir, mais c'est sûr que des modifications, mettons, dans les connexions ou dans les structures du cerveau, c'est quelque chose qui est un petit peu plus... C'est plus difficile à revenir. C'est des impacts plus permanents, mais mettons, on parle pour la mémoire de travail, il y a toujours des façons de l'entraîner. Ce n'est pas permanent, mais la science et la recherche n'est pas encore là à savoir est-ce que si on l'enlève totalement, on n'a plus d'effet du tout ou on reprend au complet ce qui a été altéré. On aurait le temps pour une rapide dernière question. Oui. Donc, on parle d'association entre les deux. Donc, par exemple, l'effet sur la mémoire de travail, c'est ce qu'on veut dire, mais est-ce que tu peux nous dire comme quoi d'autres ont utilisé autour de ça pour voir si c'est vraiment, comme on ne sait pas dans le fond que c'est juste ça qui a l'effet sur la mémoire de travail, c'est ça? J'ai bien compris. Donc, on voudrait avoir plus de détails sur la relation entre la mémoire de travail et l'exposition au bisphénol A. Exactement. Dans le fond, l'étude à laquelle je fais référence, elle a regardé les différentes fonctions cognitives chez les enfants, puis voir lesquelles étaient différentes par rapport à la norme, lesquelles étaient supérieures ou inférieures. Et puis, c'est ça que je dis quand ce n'est pas une relation bien établie. C'est seulement, ils ont observé que ceux qui étaient plus exposés avaient peut-être
facultés cognitives par rapport à leur mémoire de travail, un petit peu sous les autres enfants de leur âge. Donc, évidemment, on ne peut pas juste isoler puis dire c'est sûr que c'est l'exposition au bisphénol A. Ça se peut que ce soit autre chose. C'est pour ça, on est vraiment encore, c'est très, 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 on est vraiment au début de cette science-là. Donc, on fait juste en ce moment des liens. On essaie de trouver qu'est-ce qui pourrait être altéré, mais on n'est pas sûr du tout. Là. On n'a pas du tout un consensus par rapport à l'implication claire et nette du BPR là-dedans. Merci beaucoup. On applaudit.